Né et mort à Autun, en Bourgogne, Rollin a joué un rôle important dans la vie politique et artistique de son temps. Au second plan, les deux guetteurs, l'un est penché au créneau, l'autre, vu de profil, tient un grand bâton. Ils sont vêtus des années 1400. Une loggia de style roman ouvre sur l'extérieur par 3 arcs en plein cintre. Les chapiteaux à motifs rappellent ceux du XIIe siècle romain. Plusieurs chapiteaux composés montrent des scènes de l'Ancien Testament. Autour de l'arcature court un motif de pampre et de dragon. De chaque côté, d'autres espaces fermés par des vitrages blancs formés de cives rondes. Au-dessus de la loggia, 2 fenêtres à vitraux de couleur. Les carrelages montrent des motifs en étoiles à 8 branches, alternativement noires et blanches. Devant la loggia, un petit jardin suspendu et 6 marches qui mènent à un chemin de route crénelé. En contrebas, un paysage coupé en 2 par un fleuve venant d'une chaîne de montagnes. Un pont sépare 2 moitiés de ville. À droite, une ville dense, composée de maisons, de nombreuses églises et de places. À gauche, un faubourg avec une abbaye, des maisons à redans ou à colombages, et des chemins qui mènent vers la campagne. Sur cette rive, qui fait face au soleil, des forêts et des coteaux couverts de vignobles. Au bord du fleuve, des jardins et des pâturages. L'autre rive ouvre un plateau couvert de champs cultivés et des villages. Une maison brûle. Des gens marchent sur les chemins. Au milieu du fleuve, une île boisée avec un château. Les remparts sont flanqués de grosses tours. Vers la campagne, l'enceinte est large pour permettre l'expansion de la ville, un trait caractéristique de l'urbanisme de l'époque. Les gens entrent dans les églises, passent devant les échoppes nichées au pied de la cathédrale, partent au travail vers les champs. Les femmes parlent sur le pas de leur porte. Un grand nombre de personnages franchissent le pont à pied ou à cheval. Ils vont de gauche à droite. D'autres traversent la rivière en sens inverse dans des bacs. Le long des quais, des barques sont chargées de marchandises. Amarrées dans le courant, des moulins dont les roues à aubes récupèrent la puissance du fleuve. Dans ce décor familier, les historiens peuvent reconnaître la flèche de la cathédrale d'Utrecht, le pont des Arches de Liège, la cathédrale Saint-Gudule de Bruxelles ou la campagne bourguignonne. Ils ont proposé aussi Bruges, Lyon, Prague ou même Autun. Mais s'il y a en effet des éléments empruntés à la réalité, le paysage est imaginaire. Son poste de chancelier, c'est-à-dire de ministre des Finances, permit à Nicolas Rollin d'accumuler une fortune immense dont bénéficie en partie sa ville natale, Autun. Autun a pour cœur la cathédrale Saint-Lazare, réputée pour son tympan du jugement dernier, ses chapiteaux romans et sa flèche gothique. Tout près, l'hôtel particulier de Nicolas Rollin, aujourd'hui transformé en musée. Rollin fut un mécène qui fit travailler copiste et enlumineur. Il dota richement sa paroisse, Notre-Dame du Châtel, une église située entre son hôtel et la cathédrale. Le tableau était destiné à une chapelle fondée par les ancêtres du chancelier. La scène paraissait éclairée par la lumière de l'hôtel, devant lequel Rollin semblait agenouillé. Fondateur des Hospices de Beaune, Rollin commande quelques années plus tard à Roger van der Weyden le rétable du jugement dernier. Il s'y fait représenter sur le panneau extérieur en compagnie de sa troisième femme, Guigonne de Salins. Ces portraits de donateurs témoignent de l'accession d'une bourgeoisie opulente au mécénat artistique. En multipliant les actes pieux, Rollin tentait aussi d'effacer la mauvaise réputation liée à sa fonction de chancelier.
À la fin de l'époque gothique, le duché de Bourgogne joint Pays-Bas, Flandre et Bourgogne. Avec son frère Hubert, Jan van Eyck peint leur étable monumentale, l'adoration de l'agneau mystique à Gand. 20 panneaux, des centaines de personnages, anges, prophètes, évangélistes. Adam et Ève sont parmi les premiers nus de la peinture de l'Europe du Nord. Autres œuvres, des portraits. Le cardinal Albert Gatti, Marguerite Van Eyck, femme du peintre, un orfèvre de Bruges, des sujets religieux, la Madone au Chartreux, la Vierge de Luc, le triptyque de Dresde. L'homme au turban pourrait être un autoportrait. Le peintre s'est aussi montré dans la Vierge au chanoine Van der Pal, une petite silhouette au turban rouge dans les reflets de l'armure de Saint-Georges. Dans Le marchand Arnolfini et sa femme, le peintre montre son reflet dans le miroir et inscrit au-dessus « Jan van Eyck fut ici ». Souvent, sur le cadre de ses tableaux, il écrit la devise « Als ik kan », comme je peux. Comme la plupart de ses autres tableaux, la Vierge au chancelier Rollin devait être entourée d'un cadre de bois gravé, daté et signé. L'église Notre-Dame-du-Châtel fut démolie pendant la Révolution. En 1800, le tableau, resté à Autun, est envoyé au Louvre. Un graveur du XVIe siècle imagine l'atelier des Van Eyck. On livre un ballot de bois, un assistant passe les poudres à la meule, un autre les mélange à l'huile de lin, un troisième dispose des couleurs sur la palette. Des apprentis dessinent, l'un des frères peint un sujet religieux, l'autre exécute le portrait d'une femme. Le panneau, presque carré, se compose de 3 planches de chêne aux veines verticales. Ces planches ont légèrement joué, on distingue par endroits les joints. Les panneaux étaient préparés selon des méthodes encore vivantes chez les luthiers ou les ébénistes d'art. Choix du bois, sens de la coupe, ponçage, chevillage, collage, tout compté pour la bonne tenue ultérieure de l'ouvrage. La dendrochronologie étudie l'âge des bois en comparant leurs cercles de croissance saisonniers. L'analyse a montré que les planches 1 et 3 provenaient d'un même arbre planté vers 1215. La planche 2 d'un arbre planté vers 1247. L'abattage aurait eu lieu vers 1426. Les billes de bois séchées au moins 10 ans. La date de fabrication du panneau aurait donc pu se situer vers 1436. Le panneau était enduit de gesso, mélange de colle animale et de plâtre fin. Après les premières couches qui faisaient gonfler les veines du bois, un nouveau ponçage était effectué. Puis, on appliquait des couches épaisses, en les ponçant chaque fois, jusqu'à l'obtention d'une surface dure et lisse comme de l'ivoire. Une esquisse détaillée était alors réalisée avec un pinceau fin, comme le montre la Sainte Barbe d'Anvers, tableau inachevé, où objets et personnages sont esquissés en grisaille et les ombres préparées par de fines hachures. Les rayonnements infrarouges traversent les pigments et montrent les couches inférieures invisibles à l'œil nu. En explorant zone par zone la surface d'un tableau, on peut ainsi découvrir le dessin original et les modifications apportées par le peintre à son projet initial. Détail caché le plus évident, la grande bourse au côté droit du chancelier. C'était la marque de sa fonction. Elle contenait le sceau du duc de Bourgogne. Peut-être Rollin a-t-il demandé au peintre d'effacer cet objet qui pouvait passer pour une allusion trop claire à son immense fortune. Peut-être est-ce aussi le chancelier lui-même qui demanda au peintre de modifier la position de la main du Christ afin d'être désormais béni par lui. Jusqu'à Van Eyck, les peintures étaient préparées en mélangeant les pigments au blanc d'œuf. La tempera, qui a donné naissance à de nombreux chefs-d'œuvre, était difficile à travailler. La légende attribue à Van Eyck la découverte de la peinture à l'huile. En fait, cette technique semble connue dès le XIIe siècle. L'huile de lin séchait mal. Van Eyck aurait découvert qu'en la mélangeant à l'essence de térébenthine, l'huile séchait beaucoup plus vite. Tirée de la résine de certains pins, l'essence de térébenthine dissout les corps gras et fluidifie donc
les pigments préparés à l'huile. L'huile communique aux couleurs une plus grande saturation et leur conserve alors brillant. Elle sèche lentement, on peut donc la retravailler. Elle est très efficace dans le rendu des textures. La fluidité du pigment permet aussi de placer de minuscules détails à l'aide de pinceaux à quelques poils. Les personnages debout sur le pont ont moins d'1 millimètre de hauteur. Dans plusieurs autres tableaux, Van Eyck répétera ses exercices de virtuosité. La supériorité de l'huile apparaît dans la technique des glacis. Couches de peinture fluide et transparente, déposées les unes au-dessus des autres. Pour un drapé rouge, le peintre appliquait d'abord sur toute la surface un glacis de la teinte du drapé. Ce glacis laissait encore voir le dessin, mais lui donnait déjà du volume. Ensuite, pour les ombres du drapé et pour modeler les plis, il utilisait une teinte rouge plus sombre. Enfin, à l'aide d'un rouge plus clair, il disposait les reflets et les moirures. Le manteau de la Vierge est couvert d'un réseau de larges craquelures en crevasse, encore plus nettement visibles en photographie infrarouge. La couche supérieure a séché plus vite que l'inférieure et s'est fissurée. Ces craquelures prématurées ont dû être réparées à l'époque par le peintre lui-même. Autre sorte de craquelure, les craquelures d'âge. Le jeu des fibres de bois déclenchait des craquelures perpendiculairement en tension. C'est le réseau régulier visible dans le ciel, là où la couche de peinture est la plus mince. Ailleurs, les craquelures moins régulières sont dues à la lente rétractation des couches de pigments, mouvement amplifié par les variations de température ou d'humidité. Une architecture romane, donc déjà ancienne pour l'époque de Van Eyck, sert de cave à la scène. Les feuilles de vigne évoquent les mots du Christ, « Je suis la vraie vigne ». L'étoile du carrelage, la Vierge, souvent appelée étoile des mers ou étoile du mer. Le chapiteau montre Adam et Ève c'est du paradis, le sacrifice d'Abel, le meurtre d'Abel par Caïn, des scènes de la vie de Noé. On voit l'arche avec le retour de la colombe et surtout la scène où Noé, inventeur de la vigne, est ivre. Ses fils se moquent de lui parce qu'il est nu, seul Sème le couvre. Les vitrages blancs répètent le cercle, symbole d'éternité. La triple arche pourrait être une allusion à la Sainte Trinité. L'épi, souvent représenté sur les gibets, annonce la vie du Christ. Une colonne écrase des lapins, animaux prolifiques, symbole de l'amour charnel. Des pans dont la chair passait pour incorruptible rappellent la promesse d'immortalité céleste. Le petit jardin, c'est le jardin clos du Cantique des Cantiques, une allusion à la virginité de Marie. On y trouve des pâquerettes, l'innocence de Jésus, l'humilité de Marie. Des pivoines. Selon saint Ambroise, les roses du paradis n'avaient pas d'épines. La Vierge est dite aussi rose sans épines. Les églantiers, le rosaire, grande couronne de roses dont on saignait la Vierge. Des iris, la future royauté du Christ. Des lys enfin, la pureté de la Vierge et du Christ. Certaines de ces images, empruntées aux litanies de la Vierge, sont écrites sur les broderies du manteau. Les nettoyages successifs du tableau ont en partie effacé les lettres d'or. Quelques-unes restent lisibles. Exaltatatum in Libano, un fragment de l'Ecclésiaste où il est dit, comme le cèdre, je me suis élevé sur le Liban. Sur la page du livre d'heures, la lettre D, peut-être le début des matines, qui commence par Domine labia mea peries, Seigneur, ouvre-moi les lèvres. Dans la Bible, l'ange est un messager de Dieu à apparence humaine. Celui-ci porte la robe bleue des chérubins. Ses ailes à ocelles répètent les couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de l'alliance entre Dieu et les hommes. La couronne, une sorte d'auréole, était réservée aux Vierges saintes. La perle est associée à la Vierge. Perles et pierres précieuses sont repris dans la broderie du manteau et sur la croix d'or du Christ, signe de sa souveraineté sur le monde.
Le Christ bénit Rollin et le monde qui l'entoure. Sa main est placée à la hauteur du pont pour montrer que la bénédiction, franchissant tous les obstacles, est universelle. Entre Rollin et Marie, une ligne de carrelage vide coupe le monde en deux. Le côté de Marie est consacré aux églises auxquelles la Vierge est souvent comparée. Le côté de Rollin est plutôt dévolu aux bâtiments civils. L'ensemble forme la cité de Dieu imaginée par saint Augustin, la Jérusalem céleste, traversée par le fleuve de vie. L'île ronde au centre est à la fois un rappel du paradis et une évocation de la tour de David. La lune, les montagnes, les vols d'oiseaux font aussi écho à des images des textes sacrés. Le monde peint par Laennec est un monde entièrement tissé de symboles. Rollin priait, il a levé les yeux, il est témoin du couronnement de la Vierge. Mais on peut déceler dans ce tableau d'autres indices encore. Rollin est vêtu d'une simarre de brocart brun, la d'or et bordée de visons. Il porte la ceinture noire à boucles d'or que Philippe le Bon lui avait offerte. Au-dessus de lui, Noé, l'inventeur de la vigne. À hauteur de son visage, les vignes en terrasse. Rappel de la fortune de Rollin, fondateur des hospices de Beaune aux riches vignobles. 1419. En plein cœur de la guerre de Cent Ans, des négociations ont lieu entre France, Bourgogne et Angleterre. Un rendez-vous entre le roi de France et l'élu de Bourgogne est organisé à Montreux sur